Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Machiavel, 1469-1527. Aujourd'hui, à l'heure où monarques et dictateurs portent toujours beau face aux démocraties moribondes, Une vie, une œuvre vous entraîne à Florence en temps de guerre, au cœur d'une période troublée où les lumières de la Renaissance le disputaient aux ténèbres de la violence politique et religieuse, à la rencontre d'un homme épris de liberté, mais que sa légende noire fit et fait encore passer pour une canaille, Nicolas Machiavel. Revêtez donc vos plus beaux habits de cour et vos armes pour frayer plume au clair parmi mercenaires et condottières dans la compagnie de Savonarola, des Borgia, des Médicis bien sûr, et même d'un prélat coupé en deux avec l'auteur des bréviaires intemporelles que sont Le Prince et l'art de la guerre. Nicolas Machiavel, un documentaire de Simone Dweck et Dominique Costa. Vous avez des petits ronds, des petites croix qui renvoient pour Machiavel à la fois à des unités militaires, donc un groupe d'hommes, de tant d'hommes en quelque sorte, à une position sur le terrain évidemment, et probablement aussi à un type d'arme, c'est-à-dire, quand je dis un type d'arme, fantassin, chevaux légers, cavalerie, etc. Niccolò Machiavelli, historico, comico et tragico. La sixième figure est extrêmement complexe, donc ça c'est plus simple. C'est quoi, c'est un camp? C'est un camp, ça, c'est un camp militaire. Donc c'est beaucoup plus simple parce que bon, vous avez un positionnement différent. Bonnes gens qui m'écoutez, Dieu vous garde, si comme je crois votre bon accueil veut dire que vous aimez ce spectacle. Regardez le décor qui là s'offre à vos yeux, c'est bien votre Florence. La pièce a pour titre La Mandragore. Un amoureux transi, un docteur sans malice, un moine mal appris, un parasite malin entre tous seront aujourd'hui votre passe-temps. Et si cette matière n'est pas digne, parce que trop légère, d'un homme qui se voudrait sage et grave, excusez-le, pensez qu'il s'ingénie par ses futilités à rendre douce sa triste existence, car il n'a plus ailleurs où tourner ses regards. Il a été frustré de plus nobles tâches où montrer sa vertu, nul prix n'étant venu le payer de ses peines. Malgré tout, si quelque médisant croit prendre aux cheveux l'auteur et l'effrayer ou pousser à l'écart, celui-là je le préviens et lui dis qu'il sait aussi médire et que ce fut là son premier métier, et qu'en tous les pays où résonne le si, il n'a peur de personne, même s'il fait la courbette à celui qui peut porter meilleur manteau que lui. Ce n'est pas l'art de la guerre, c'est celui du théâtre. Mais qui ne reconnaîtrait dans le prologue de la Mandragore celui qui écrit de sa personne propre, quoi qu'il écrive, lettres, traités politiques, poèmes, textes historiques ou récits allégoriques, dans des veines tour à tour comiques, ironiques, humoristiques, véhémentes, analytiques ou rationnelles. Dans ce contexte où la tradition humaniste pousse les lettrés à relire les anciens et à prendre d'eux des enseignements, Machiavel a choisi d'écrire et de vivre dans la réalité, et de rendre à cette réalité, à ce menu détail, comme il dit, le poids qui donne au lecteur de l'histoire utilité et plaisir. L'histoire, quant à elle, le rattrape, le sanctionne, le prend dans ses tours. Peu après sa mort, ses textes sont saisis, interdits, et il faudra attendre les Lumières pour que reviennent ses livres, pour qu'ils sortent de l'oubli. Mais en attendant, qui lit ce prologue de la Mandragore et quand tous les pays où résonne le si, il n'a peur de personne, il retrouvera l'ombre de Dante, présente à plus d'un titre dans l'œuvre de Machiavel. Le pays où résonne le si, chant 33 de l'enfer. À Pise, opprobre des hommes du beau pays où le si résonne. Le si de la langue toscane qu'adopte Machiavel, Pise et Florence, ennemis, dont il hérite pour sa réflexion, et pour qui il usa de son art de la guerre. L'actif Machiavel n'aima pas être écarté des affaires.
Et lorsqu'en 1527, après le sac de Rome, Florence ayant chassé les Médicis, il crut enfin pouvoir y retrouver un rôle, une mort peu glorieuse, ulcère à l'estomac, qui certes ne portait pas, nous dit Jean-Claude Zancarini, la marque d'un dessein divin, lui devint cependant un destin. Machiavel, c'est quelqu'un qui n'écrit pas avant d'avoir fini sa vie active, on pourrait dire. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, sans aucun doute, il a perdu son travail quand les Médicis sont revenus en 1512, puisque lui, il était un des principaux conseillers du gonfalonier à vie Piero Soderini de Florence, et donc, il passait son temps à traverser l'Italie à cheval, à aller en France, essayer de négocier pour la République de Florence, à aller voir des condottières pour les faire venir au service de la République, etc. Et à ce moment-là, il a écrit une œuvre, mais l'œuvre, c'est au jour le jour, ses lettres de mission quand il est en mission, les lettres qu'il écrit depuis le gouvernement florentin, etc., pour le capitaine de Pise, pour les gens qui sont aux armées, pour demander qu'on achète telle denrée, etc., pour Florence. Et c'est une œuvre gigantesque, c'est-à-dire que c'est des milliers de pages, parce que je veux dire, il est chancelier, donc son boulot c'est d'écrire des lettres, quoi. Rien que ça justifierait que ça soit un grand auteur, mais c'est, comme il le dit en latin lui-même, post res perdites, après l'échec, quoi, après la perte. Enfin, donc retour des Médicis, il perd son travail. Et c'est là qu'il commence à écrire les textes qui viennent de ce laboratoire d'avant. Nous connaissons seulement ce qui est arrivé après 15 juin 1498. Corrado Vivanti. Et avant, nous ignorons presque tout de la première moitié de la vie de Machiavel. C'est-à-dire que nous ne connaissons que ce qui lui est arrivé après l'entrée à la chancellerie florentine. Avant cette date, nous savons très peu de choses sur lui. Nous savons qu'il étudia le latin, qu'il dut apprendre grâce à son père des éléments des droits, qu'il ne reçut pas d'enseignement universitaire, qu'il put lire beaucoup d'ouvrages importants de l'humanisme, ainsi que des textes classiques, parmi ceux des petits livres que son père possédait. Mais nous ignorons presque tout. Alors, quand même, on sait une chose, c'est son attachement à Florence. Il est très attaché à Florence, oui. Et presque les derniers mots que nous connaissons, c'est « j'aime ma patrie plus que mon âme ». Et en effet, il est très, très lié et il souffre beaucoup quand il ne peut pas agir en faveur de la liberté florentine. Est-ce qu'on sait, Corrado Vivanti, d'où vient son goût pour la politique ? Et non, vous comprenez, à 29 ans, il devait avoir déjà ce goût. Et en effet, nous savons qu'il entre à la chancellerie au mois de juin. Il avait avancé la demande pour entrer au mois de mai. Mais il avait déjà avancé une demande de ce genre au mois de février. Et au mois de février avait été repoussé. Et alors, il y avait encore le gouvernement qui obéissait au frère, au moine dominicain Jérôme Savonarole. Et Machiavel lui fut franchement hostile. Et en effet, il n'entre à la chancellerie qu'après la mort de Savonarole. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le 2 septembre, Charles VIII Jean-Louis Fournel passe les Alpes, nouvel Hannibal, à la tête d'une puissante armée, 30 000 Le 2 septembre hommes, 1994. 2 septembre 1494. Et il va, dans une campagne éclair, foncer jusqu'à Naples, qu'il conquiert en février, de façon extrêmement étonnante, parce que, vous savez, à l'époque, quand on se bat au printemps ou en automne, quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Or là, commencer une campagne aussi importante début septembre, ça veut dire qu'on est prêt
à la poursuivre en hiver. Donc déjà, ça bouleverse un petit peu la façon de penser un conflit à cette époque-là. L'autre effet immédiat de la guerre, c'est que le gouvernement florentin va tomber, c'est-à-dire que les Médicis sont chassés de la ville, et s'instaure un nouveau type de gouvernement, inspiré pour partie par le verbe de Jérôme Savonarola, le prieur de San Marco, qui est un gouvernement qui pense une nouvelle forme de république. Probablement la forme de république la plus démocratique, la plus large en tout cas, qui ait jamais existé dans l'Europe occidentale jusqu'à la Révolution française. 3000 personnes dans un grand conseil, on n'avait jamais vu ça. 3000 personnes ayant part au gouvernement, aux décisions les plus importantes du gouvernement, c'est totalement inédit, c'est impensable, impensé, et donc ça va poser des problèmes de pensée, justement. Cette guerre, qui commence en septembre 1494, va durer 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, en gros jusqu'au début des années 30, vous avez une période de guerre continue qui bouleverse les choses, qui bouleverse les États. On pourrait citer cette phrase célèbre du jeune guichardin, jeune Francesco Guicciardini, qui a moins de 30 ans dans un livre qui n'est pas fait pour être publié, qui s'appelle Les Storie Fiorentine. Au moment où il raconte l'arrivée de Charles VIII en Italie, il écrit cette phrase absolument fantastique d'acuité chez ce jeune homme. Avec Charles était entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Donc, dans ces 3 points, vous avez un nouage qui se met en place entre la question du territoire, la question politique, c'est-à-dire comment gouverner, et la question militaire. Et ça, c'est ce qui sera au cœur, justement, de tous les textes des Florentins, dont ceux de Machiavel, mais j'insiste, de tous les textes des Florentins à cette époque-là. Machiavel étant simplement celui qui a probablement trouvé la formulation la plus efficace de ce bouleversement. Corrado Vivanti, est-ce que vous pourriez alors nous brosser comme ça, à grands traits, un tableau de cette activité qu'il a dans cette première partie de sa vie politique, donc entre 1498 et 1512 ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son rôle ? Alors, son rôle est ce que lui vaut l'appellatif de le secrétaire florentin. C'est-à-dire, il est peut-être le personnage le plus en vue dans la chancellerie, même s'il y avait un chancelier qui était plus important que lui du point de vue bureaucratique. Il remplit différents offices, c'est-à-dire il doit travailler avec les petits fonctionnaires de la République, ceux qui étaient à la tête des petits bourgs, des villes soumises, Arezzo, Volterra, Pistoia, etc. Il doit faire des missions à l'extérieur. Déjà en 1500, il est envoyé en France chez les rois, Louis XII, pour le convaincre à faire certaines opérations à faveur de Florence. Et c'est une mission très très difficile. Et en France, il reviendra 4 fois au moins. Puis il est envoyé chez les papes 2 ou 3 fois, chez des autres seigneurs d'Italie, et surtout ce qui nous frappe, car nous savons le rapport qu'il aura dans ses écrits avec Cesare Borgia, c'est-à-dire le Valentinois. Il est envoyé déjà en 1502 chez celui qui était le duc de Romagne, et le Valentinois, et il assiste à un fait de sang qui est très, très dramatique. C'est-à-dire il y avait des condottieri qui avaient conjuré contre César Borgia, et qui étaient des condottieri de César Borgia. Et le Valentinois réussit à les différencier, c'est-à-dire de traiter avec l'un puis avec l'autre, etc. Et il réussit à les disperser en quelque façon. Puis les invite à Senigallia, sur l'Adriatique, et là il les fait prendre et les fait tuer tous. Et Machiavel est là. Et il voit cette action. Et il est très frappé par la décision du Valentinois, de César Borgia. De César Borgia, et par la souplesse qu'il a mis en œuvre, car il a traité pendant 3 mois pour arriver à ça. Et
Et après, il dira dans une lettre à un ami que le Valentinois était l'exemple par excellence du prince qu'il attendait pour l'Italie. Alors, 1494, arrivée des Français en Italie, donc début de cette période qu'on appelle historiographiquement les guerres d'Italie. Et là, Jean-Claude Zancarini. Une espèce d'émotion populaire chasse, non, c'est même pas une révolte armée, vraiment une émotion populaire fait que quand le dernier, donc le fils de Laurent le Magnifique, arrive devant le palais, on lui dit du balai et il est tellement sidéré par de voir tous les gens qui veulent le chasser, etc., qu'il part et que se met en place là une nouvelle forme de république, qui est donc la république que connaît, dans laquelle fonctionne Machiavel entre 1498 et 1512, mais donc qui est mise en place en 1494, avec en particulier un rôle très spécifique joué par un dominicain, qui est à ce moment-là le prieur du couvent réformé dominicain de Saint-Marc, qui est Savonarole. Enfin, bon, voilà. Alors, justement, de Savonarole à Machiavel, il y a un cheminement et il y a probablement des idées que peut adopter Machiavel et d'autres pas. On peut le dire comme ça, à savoir qu'il y a chez Savonarole à la fois... C'est le dernier, enfin, des grands héritiers de la tradition scolastique, de la lecture aristotélico-thomiste du monde, etc. Et en même temps, il y a une attention à la nouveauté, qui est évidemment la grande différence qu'il va y avoir entre cette attention à la nouveauté chez Savonarole et chez Machiavel ou chez Guicciardini ou d'autres, etc. C'est que dans un cas... celui de Savonarole, cette nouveauté, elle fait partie du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu, qui est que voilà, Florence soit réformée, parce que Florence réformée, ça veut dire l'Italie réformée, ça veut dire la chrétienté réformée, et ça veut dire que devant cette espèce d'expansion du bien, de fusion du bien, cette contagion du bien, les infidèles se convertiront, et donc que les temps pourront advenir, parce que pour que l'Antéchrist puisse venir à Jérusalem, il faut qu'il y ait des chrétiens à Jérusalem. D'accord ? Ça, c'est De Veritate Prophetica, qui est un des textes de Savonarole. Donc là, c'est là-dedans. Et là, il dit, nouveauté, attention, regardez, il y a une nouveauté complète. La venue du roi de France marque une nouveauté. Il faut que vous en tiriez les conséquences sur votre propre fonctionnement politique. Regardez donc comme ça marche bien à Venise et faites un grand conseil avec tous les citoyens. Ouais. Donc à la fois une vraie capacité à saisir l'enjeu politique, mais à l'intérieur d'une vision qui est une vision prophétique. Enfin, pourquoi ça ? Parce que ça permet tout le reste et l'avènement, la réalisation du dessein divin. Machiavel, évidemment, cette idée de la nouveauté, elle est centrale. Chez lui, elle est centrale chez Guicciardini. C'est ce qu'il appelle la qualità dei tempi, la qualité des temps. Voilà. Il faut agir en fonction de la qualité des temps. En fonction, nous, on dirait la conjoncture, les circonstances, l'analyse concrète de la situation concrète, aurait dit Lénine. Lui, il dit la qualità dei tempi. Il dit la même chose que Savonarole. Mais évidemment, dans une perspective qui est tout autre, qui est les rapports de force concrets, la politique qui est une affaire de force, et l'évacuation de la question divine. L'affaire politique est laïque pour lui. C'est clair. Là, c'est clair. Et c'est clair que quand il dit... il y a une expression qui a presque un apex dans les discours, dans les discours de Machiavel, qui est l'expression « si on lit la Bible sensatamente », de façon sensée, mais aussi en y donnant du sens.
qu'est-ce qu'il voit dans lire la Bible de façon sensée? Il prend, le seul exemple qu'il prend, c'est celui de Moïse quand il descend avec les tables de la loi et que voilà, les autres sont en train d'adorer le veau d'or et tout ça, il corse le manuscrit autographe de Dieu et on ne l'a plus d'ailleurs, on n'a plus que des reproductions. Il va tuer, dit-il, des milliers de personnes pour implanter ces institutions, ces ordres, gli ordini suoi, c'est la loi, voilà. Et c'est ça, la lecture sensée de la Bible, c'est ça pour Machiavel. Donc vous voyez bien que là, il y a vraiment une rupture complète entre la tradition religieuse et sa façon de poser les problèmes. Les principaux fondements que doivent avoir tous les États, les vieux comme les nouveaux ou les mixtes, sont les bonnes lois et les bonnes armes. Et puisqu'il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n'y a pas de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes, il faut bien qu'il y ait de bonnes lois, je laisserai de côté les propos sur les lois et je parlerai des armes. Donc Machiavel va écrire la guerre, parce que Machiavel est quelqu'un qui, en toutes circonstances, écrit. Il décrit, il écrit, il réfléchit. Oui, je crois qu'il faut partir du principe très matériel de ce que fut l'écriture pour cet homme. Cet homme n'appartient pas à une des grandes familles florentines, donc son rapport à l'écriture n'est par exemple pas celle du livre de raison, des écrits de famille que l'on écrit pour transmettre un viatique, en quelque sorte, à ses enfants. Lui, son rapport à l'écriture, il va le former, le fonder dans les 14 années qu'il va passer à la chancellerie. Ces fameuses 14 années où, comme il le raconte à son ami Francesco Vettori en 1513, dans la fameuse lettre du 10 décembre, ces fameuses années qu'il n'a pas perdues, qu'il n'a pas passé à jouer, à dormir. Les gens qui ont lu Machiavel ont d'abord été surpris par son écriture. Beaucoup plus que par les préceptes soi-disant plus ou moins moraux ou amoraux ou immoraux que pouvaient contenir ces textes. Les gens étaient fascinés par cette écriture qui est une écriture d'un jet, une écriture rapide, une écriture où on est constamment projeté vers l'avant, où on ne revient pas en arrière. Ça, c'est l'écriture du prince. Écriture de stratège, non ? L'écriture de stratège, je ne sais pas. En tout cas, l'écriture de quelqu'un qui conçoit chacun de ses textes, sauf peut-être les histoires florentines, son dernier texte, comme un texte d'intervention. Chacun des textes de Machiavel est un texte d'intervention. Chacun des textes de Machiavel est une arme. C'est-à-dire que l'écriture, comme la parole chez Savonarola, est devenue une arme, est devenue un instrument de la politique, un outil de la politique, mais aussi quelque chose qui fait partie de la panoplie, si je puis me permettre l'expression, de l'homme politique. En prenant un État, celui qui l'occupe doit bien examiner toutes les offenses qu'il lui est nécessaire de faire, et les faire toutes d'un coup, pour ne pas avoir à les renouveler chaque jour, et pouvoir, en ne les renouvelant pas, rassurer les hommes et les gagner par des bienfaits. Quiconque fait autrement, soit parce qu'il est timoré, soit parce qu'il prend une mauvaise décision, est toujours dans la nécessité d'avoir le couteau en main. Il ne peut jamais se reposer sur ces sujets, ceux-ci ne pouvant jamais, du fait des injures fraîches et continuelles, être rassurés à son propos. En effet, les injures doivent se faire toutes ensemble, afin que, puisqu'on les goûte moins souvent, elles offensent moins. Les bienfaits doivent être faits peu à peu, afin qu'on les goûte mieux. Et par-dessus tout, un prince doit vivre avec ses sujets de façon à ce qu'aucun accident, ni en mal ni en bien, ne l'oblige à varier. En effet, les nécessités venant avec les temps contraires, ce n'est plus le temps du mal, et le bien que tu fais ne t'est pas utile, car on estime que tu y es forcé et on ne t'en sait aucun gré. C'est un républicain
mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaille dans ses textes à des niveaux extrêmement différents. Myriam Revaud-Dallon. C'est-à-dire que la visée d'un texte comme Le Prince et la visée d'un texte comme la première décade de Tite-Livre, on a dit c'est à propos de ce second texte qu'on a dit que c'était le livre des Républicains, n'est pas tout à fait la même. Dans Le Prince, il s'agit de fonder en quelque sorte une Italie unifiée et forte. Il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles écrit Machiavel, c'est-à-dire les déchirements, les divisions de l'Italie dans des tas de petites principautés, des conflits de pouvoir, des violences absolument extraordinaires. Et Machiavel, ici, essaye de fonder une Italie libre, unifiée et forte. Donc, on peut dire que le Prince, c'est le livre, je dirais, de la fondation politique. Et Machiavel n'ignore pas que le moment de la fondation politique est un moment qui est très souvent entaché de violence. Et il dit d'ailleurs, il faut distinguer deux sortes de violence. Il y a la violence qui fonde, qui est la violence des fondateurs d'État, et puis il y a la violence qui ruine, c'est-à-dire celle qui continue à s'exercer ensuite une fois que l'État a été fondé. Et l'autre texte absolument fondamental, donc le discours sur la première décade de Tite-Livre, c'est plutôt un livre sur la question des institutions. C'est-à-dire que souvent, il ne s'agit pas simplement de fonder le pouvoir, mais il s'agit d'assurer en quelque sorte sa durabilité, sa conservation à travers des institutions fortes. Ce qui fait que cette différence de perspective a fait qu'on a souvent pu, soit opposer les deux, en pensant que c'était contradictoire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, soit faire une lecture, au fond, par exemple, d'un livre comme Le Prince, qui soit une lecture, au fond, cynique, violente. Mais ça n'est pas non plus le cas. Cette lecture d'un Machiavel cynique et violent, elle est justement rapportée, au fond, à une réduction de sa pensée au machiavélisme. Mais le machiavélisme ne représente pas la pensée de Machiavel. Le machiavélisme, c'est au fond une certaine représentation imaginaire, je dirais, du mal politique ou des maléfices du politique et des maux du pouvoir. On a construit cette représentation du machiavélisme à partir, au fond, d'une phrase de Machiavel dans Le Prince. Machiavel écrivait ceci: « Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu'à se préserver. » Donc, que dit Machiavel? Machiavel dit qu'il y a un écart entre ce qui est et ce qui devrait être, qu'il y a un écart entre la réalité et l'idéal. Et cet écart que l'on ne peut absolument pas, nier, a été creusé par, je ne dirais même pas les commentateurs de Machiavel, mais par les lecteurs, parce que c'est une représentation qui a commencé du vivant même de Machiavel. C'est-à-dire que quand on a commencé à lire Machiavel, quand Le Prince a été édité, quand il a été traduit, il y a eu immédiatement une diabolisation de la pensée de Machiavel, à quoi répond très exactement ce concept de machiavélisme. Ce qu'il y a, c'est que Machiavel, il se situe en dehors du bien et en dehors du mal. Il n'y a pas de moralité, au fond, chez lui, pour lui. Alors, je dirais, il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais je ne le dirais pas exactement de cette façon-là. Je dirais, il y a une historicisation du bien et du mal. Voilà, il y a une historicisation du bien et du mal. Donc, il y a... Bon, le bien et le mal moral, ça n'est pas mon domaine, comme on l'a vu tout à l'heure sur les questions religieuses. Ça n'est pas mon domaine. Je peux dire qu'il y a du bien et du mal en fonction de ça réussit pas. Ça fonctionne pas. Il peut y avoir de l'apparent mal, des cruautés par exemple, qui sont bien utilisées. Un exemple qu'il donne, c'est... nous, les Florentins, on n'était pas cruels. Le résultat des courses, c'est que, avec notre incapacité à prendre des mesures violentes, c'est-à-dire à verser du sang, pour être clair, quand il dit
Cruauté, ça veut dire couper des gens en morceaux. Tagliare a pezzi, voilà. Non, il faut dire les choses simplement. Parce qu'à l'époque, quand même, ils se coupent en morceaux. Donc, eh bien, on a laissé détruire Pistoia, la ville de Pistoia, qui était une ville sujette, qui avait confiance en nous. On l'a laissé détruire par ses factions parce qu'on n'a pas eu le courage de prendre les 3 chefs d'une faction, les 3 chefs de l'autre, de les couper en morceaux. Et là, il serait calmé. Tandis que César Borgia, qui était tenu pour cruel, qui était, voilà, bon, ben, il a coupé un certain nombre de têtes, coupé en 2 morceaux, là, il dit, y compris un de ses ministres, à qui il avait fait faire le sale travail, après quoi il l'a fait couper en 2, sur un billot, ce qui a laissé ces peuples stupéfaits et ébahis, la bouche ouverte, voyons, 2 morceaux avec la lame sanglante à ses côtés, aux côtés des 2 morceaux. Voilà. Eh bien, lui, il a redonné la paix et l'unité à la Romagne en faisant ça. Donc, attention, le bien et le mal sont historicisables. Voilà. Il y a un point qu'il faut admettre, qui est parfois, d'un point de vue comme ça, de l'évidence morale, il fait un peu frémir, le Machiavel, quand on le lit. Mais il y a cette radicale historicisation des événements. Il n'y a pas la vertu en général, il n'y a pas la fortune en général, il n'y a pas le bien et le mal en général. C'est à quel moment, dans quelles circonstances, etc. Alors, ça nous laisse avec notre responsabilité entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal à l'avance. Il n'y a rien qui nous dit ça. Même la loi de Dieu ne le dit pas, elle est dans un autre domaine. On a notre responsabilité entière, c'est-à-dire qu'on choisit. On dit très souvent Machiavel est immoral. C'est absolument pas vrai. C'est pas ça la question. Machiavel distingue très nettement la morale privée et la morale publique. Et ça, c'est un élément absolument capital. La morale privée, c'est tout ce qui est de l'ordre bon, de la vertu privée, de la morale au sens classique du terme. Et Machiavel dit, en matière de politique, il y a d'autres exigences qui sont requises. On ne peut pas faire de la politique, se comporter en citoyen. C'est un autre domaine en obéissant uniquement aux injonctions de la morale traditionnelle, de ce qu'on appelle la vertu morale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vertu en matière politique. Il y a même le concept machiavélien central, c'est au contraire en italien la virtu. La vertu, c'est en réalité une qualité virile, c'est-à-dire le prince, en tout cas l'homme politique, car ça vaut aussi pour les républiques, l'homme politique doit avoir la capacité de décider, d'être très, très clair dans ses décisions, ne faire pas comme à Florence, qu'on attendait toujours le moment, qu'on voulait voir ce qu'il arrivait, etc., et on attendait toujours la solution. Il doit choisir, il doit arriver à une décision. La fortune, c'est quelque chose qui vient, qui peut arriver et qui peut passer naturellement. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arriver à accueillir la fortune. Et il y a surtout un écrit de jeunesse, nous pourrions dire, c'est-à-dire des années encore du secrétariat de 1506. C'est une lettre qu'il n'a pas envoyée peut-être, mais qui est restée dans le brouillon. Et il dit, c'est vrai que le sage peut contrôler les étoiles. Les étoiles, c'est-à-dire la fortune, c'est que les étoiles donnent. Mais il faut qu'il comprenne ce que les étoiles arrivent à vouloir, c'est-à-dire les changements de la situation. Et il faut s'adapter à la situation de fois en fois et comprendre ce qu'il est nécessaire changer pour arriver à contrôler la fortune. À ce moment-là, dans le prince, justement, il dit l'homme est sujet à la fortune, mais il est sujet à moitié.
Car s'il est capable de choisir, d'arriver à s'adapter à la situation, il peut décider, et il fait la comparaison avec un fleuve en plaine, que si dans les moments d'accalmie, les habitants des alentours arrivent à contrôler la courant du fleuve, ils peuvent n'être pas trop endommagés par la plaine. Vous avez dans l'art de la guerre, puisque l'art de la guerre est censé avoir aussi une fonction peut-être de manuel, une illustration par l'image, donc avec un certain nombre de figures, du positionnement par exemple nécessaire des troupes sur la bataille, pendant la bataille. Vous voulez que je vous lise la fin ou... Oui. Alors, allons-y. Credevano i nostri principi italiani, prima che egli assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che a uno principe bastasse sapere negli scrittoi pensare un'acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare nei detti e nelle parole arguzia e prontezza, sapere tessere una fraude, ornarsi di gemme d'oro, dormire e mangiare con maggiore splendore che gli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi coi sudditi avvaramente e superbamente, marcirsi nello ozio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuno lodevole via, volere che le parole loro fossero responsi di oracoli, né si accorgevano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque li assaltava. Di qui nacquero poi, nel 1494, i grandi spaventi, le subite fughe e le miracolose perdite. E così 3 potentissimi stati che erano in Italia sono stati più volte saccheggiati. C'est effectivement le seul texte qu'il ait publié de son vivant. L'art de la guerre, qu'est-ce que c'est? Comment c'est composé? Cette écriture en dialogue, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas métaphorique d'une autre situation? Alors, Machiavel, il faut comprendre que Machiavel, donc jusqu'en 1512, entre 1498 et 1512, travaille à la chancellerie. Et puis en 1512, la République tombe, les Médicis reviennent au pouvoir, et à ce moment-là, Machiavel est en quelque sorte exilé, il est même poursuivi, il est même torturé, enfin bon, en quelque sorte, il n'a plus part aux affaires. Jean-Louis Fournel. Et c'est là qu'il va écrire Le Prince, en 1513, c'est là qu'il va écrire les discours. On ne sait pas trop quand ça commence et quand ça finit, mais disons entre 1512, 1513 et 1518, pour faire large. Et c'est là qu'il va commencer la rédaction vers 1516-1517, entre autres de l'art de la guerre. Il va le faire dans le cadre d'un vrai dialogue. C'est-à-dire que ce dialogue, avant d'être un dialogue écrit, est un vrai dialogue, un dialogue générationnel. Très important de réfléchir sur ces générations. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre ce monsieur qui, pour l'époque, commence à avoir un certain âge, qui a une cinquantaine d'années, et puis des jeunes Florentins. Des jeunes Florentins qui sont républicains, qui veulent non pas parler simplement de littérature, qui se réunissent dans les jardins de la famille Rucellai, c'est l'épisode des fameux Orti Oricellari, et qui demandent à cet homme qui, comme la lettre de dédicace du prince le montre, arrive à composer à la fois l'expérience des choses contemporaines et la lecture et la leçon des choses antiques, qui demande à cet homme ce qu'il pense de la guerre. Et donc, il va leur dire, il va leur faire des leçons, il va leur faire des discours. Et ça, c'est la base, c'est la matière de ce que deviendra ce dialogue extraordinaire, où va se déployer au long de centaines de pages la conception fondamentale de Machiavel, à savoir la nécessité d'une armée qui ne soit pas une armée stipendiée, la nécessité d'une armée qui soit capable d'avoir des soldats du peuple,
la nécessité d'une armée qui soit aussi capable de tirer la leçon des anciens, et notamment de l'armée romaine, de ces Romains dont parle Fabrizio Colonna, le principal interlocuteur du dialogue, avec ce possessif très, très lourd, très affectif, hein, et qui débouche justement sur cette condamnation finale des princes italiens. Parce que fondamentalement, tous ces gens-là, ils ont un problème qui est celui de comprendre ce qui se passe et de dénoncer pour ce faire ceux qui ne comprennent pas. Et dénoncer pour ce faire ceux qui ne se comprennent pas, ça veut dire dénoncer ceux qui sont les principales causes de l'échec, de la catastrophe. Et ces gens-là, ce sont les princes. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire une remise en cause d'un ordre qu'il est bien difficile de remettre en cause. C'est-à-dire que ce que dit Machiavel, c'est que ce n'est pas inscrit dans la culture des populations de la péninsule, ce n'est pas inscrit dans une sorte de corruption du peuple. La défaite. La défaite, ce sont les princes qui en sont cause. Ce sont ceux qui ont été au pouvoir. Et c'est pour ça que la question du prince devient essentielle. Parce que la question du prince, c'est la question de la réflexion sur une classe dirigeante qui a failli. Machiavel, c'est, si possible, défendre la République. Si on ne peut pas défendre la République, défendre la cité avec un prince. Jean-Claude Zancarini. Et si possible, la défendre dans une Italie où il n'y aurait pas trop d'étrangers. Ou en tout cas, on serait capable, les Italiens, de s'opposer de façon non ridicule aux forces étrangères, aux forces d'outre-monde. Hein, il le dit de façon très très nette à la fin du Prince. Hein, il a une phrase où il dit chaque fois qu'il y a eu une bataille entre des forces italiennes et des forces forestières, hein, des forces étrangères, des forces du dehors, voilà, ouais, du dehors au sens strict, voilà, on fait mauvaise figure. Non compariscono. Hein. La question est la question minimale, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'après, ça va du minimal qui est ça, c'est-à-dire maintenir l'Italie dans un état qui ne soit pas celui de la servitude vis-à-vis des forces de l'étranger, du dehors, hein. Et puis le maximum qui serait, s'il y avait une république qui fonctionne bien, ça serait pas mal, quoi. Hein, ça serait, voilà, c'est ça. Le minimum, c'est d'arriver à faire que, voilà, on ne soit pas sotto la servitù des forestieri, que l'Italie ne soit pas serve, hein, que la liberté de l'Italie et si possible de la cité demeure. Voulez-vous entendre la lettre où il annonce d'avoir écrit Le Prince? Oui, oui. C'est la lettre du 10 décembre 1513. À Vettori. À Francesco Vettori, qui était ambassadeur à Rome. Il commence, je ne peux pas la lire toute, non, elle est car très longue. Elle est très longue. Mais il donne des indications de sa matinée, disons, c'est-à-dire quand il s'occupe de ses affaires. Et puis, il est dans le bois tout près de sa maison et il s'occupe de la vente du bois, etc. Et puis commence, partitomi del bosco, io me ne vo a una fonte. Un libro sotto, o Dante, o Petrarca. C'est un moment où Machiavel donc a été exilé de Florence par les Médicis parce que précisément il avait il était trop républicain et il a été exilé dans la campagne florentine dans un village de Toscane et il raconte dans une très célèbre lettre à son ami Vettori comment tous les matins il sort de chez lui et il va à l'auberge du village, dans la pouillerie,
la pouillerie de l'auberge, s'encagnait avec les hommes du peuple. Continue et il parle justement qu'il va jouer au trick-track, c'est une sorte de backgammon de l'époque. E così rinvolto entre questi pidocchi traggo il cervello di muffa e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via per vedere se la se vergognassi. Venuta la sera mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio et puis il dit le soir tombe, je rentre chez moi et là j'ouvre mes livres, et en particulier les livres des grands penseurs de l'Antiquité, des Grecs et des Romains. Je revais mes habits de cour et là je dialogue avec eux, je m'entretiens avec eux. Alors la phrase, c'est tout à fait extraordinaire, c'est une très très belle lettre où on pourrait faire des tas de développements sur le rapport que Machiavel entretient aussi à la tradition du passé, à l'exemplarité des hommes antiques. Mais je revais mes habits de cour, ça prouve bien l'importance qu'il accorde justement à cette question de l'apparaître, mais pas du tout au niveau du faux semblant, pas du tout au niveau du déguisement. Ça ne veut pas dire je me déguise, je revais mes habits de cour, ça veut dire, au fond, l'entretien que je mène avec les hommes du passé transforme mon apparaître. Et autrement dit, ça voudrait dire qu'il y a une vérité du politique, mais c'est que cette vérité du politique, elle n'est pas dans un être qui serait en deçà du paraître, et par rapport à quoi le politique serait toujours déclaré fautif, manquant, mais cette vérité du politique, elle est dans la vision que les hommes ont les uns des autres. E perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere lo aver inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale e composto un opuscolo De Principatibus. La politique, c'est le règne de l'apparaître. Alors, je dis bien de l'apparaître et non pas de l'apparence. Et ça, c'est une idée absolument fondamentale qu'a développée Machiavel. Ça veut dire que le prince, que la figure du prince, quand elle apparaît à ses sujets, elle est aussi soumise ou sujette à leur jugement. C'est-à-dire que le prince, quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, il n'est pas tout puissant. Il dit et il fait quelque chose devant ses sujets. Il est en représentation, en quelque sorte. Je reprends les termes de Machiavel. Bon. Ça veut dire que, en fait, il y a une manière ici de suspendre la toute-puissance du prince à la représentation qu'en ont ceux qui le regardent, ceux qui le jugent, ceux qui, au fond, partagent avec lui l'espace public. Et à ce moment-là, ça change absolument tout. Parce que c'est un jeu de miroir. Ben, évidemment. C'est ça ce que ça veut dire la théâtralité du politique. C'est un jeu de miroir, c'est-à-dire que le prince se présente à ses sujets. Et quand on dit il se présente à ses sujets, il se présente devant ses sujets, ça veut dire que d'une certaine façon, les sujets le reçoivent de telle ou telle manière et lui renvoient une certaine image de lui-même. Alors, par exemple, il a des formules extraordinaires. Il dit « il vaut mieux que le prince ait l'air généreux plutôt que ladre, plutôt que avare. Il vaut mieux qu'il ait l'air bon plutôt que méchant, même s'il ne l'est pas réellement. Qu'il ait l'air. Qu'il ait l'air. Mais ce que veut dire Machiavel, c'est que le problème n'est pas qu'il le soit vraiment ou pas. À la limite, la politique, c'est pas le règne des bonnes intentions. Mais que le qu'il ait l'air de, ça veut dire il vaut mieux qu'il soit reçu comme généreux plutôt que ladre, parce que ça va déterminer aussi le comportement de ses sujets à son égard. C'est extrêmement cohérent puisque vous retrouvez là la distinction fondamentale entre le règne des intentions dans la morale privée
et puis ce qui est de l'ordre de la moralité publique où personne n'a à sonder les reins et les cœurs. Nicolas Machiavel à Francesco Vettori. Ce fripon d'amour a su me lier de nouveau, et les chaînes qu'il m'a mises sont si fortes que je désespère de ma liberté. Je ne peux même pas concevoir la pensée de m'en affranchir. Et comme je sais combien vous vous plaisez à de telles pensées et à connaître ce genre d'existence, je m'afflige que vous ne soyez pas là pour rire tantôt de mes pleurs, tantôt de mes gaietés. Qui verrait nos lettres, honorable compère, et leur diversité s'émerveillerait fort. Il lui semblerait tantôt que nous sommes gens graves, entièrement voués aux grandes choses, que nos cœurs ne peuvent concevoir nulle pensée qui n'eût fût d'honneur et de grandeur. Mais ensuite, tournant la page, ces mêmes gens lui apparaîtraient légers, inconstants, lascifs, entièrement voués aux vanités. Et si quelqu'un juge indigne cette manière d'être, moi, je la trouve louable, car nous imitons la nature qui est changeante, et qui imite la nature ne peut encourir blâme. Bien que nous manifestions d'ordinaire cette versatilité dans des lettres différentes, il me plaît cette fois de la montrer en une seule, comme vous le verrez si vous lisez l'autre page. Votre frère Pagolo est venu à Florence avec le magnifique Giuliano, et dans un entretien que nous avons eu sur ses espérances, il m'a dit que sa seigneurie lui avait promis le gouvernement d'une des villes dont elle va se trouver maîtresse. J'ai appris en effet, non de lui, mais par la voie publique, que Giuliano devenait seigneur de Parme, Plaisance, Le Prince, et Reggio. c'est un texte sacré d'une certaine façon, mais effectivement sacré côté du malin, quoi, hein. Celui qui a dit, c'était un cardinal anglais, il s'appelait Reginald Pole, et celui qui a dit que ce texte avait été écrit par le doigt du diable avait raison d'une certaine façon. C'est-à-dire que, voilà, d'un seul coup, c'était ce qu'il y a d'obscur dans l'humanité qui était dit sur la page, quoi, voilà. Et qui dit qu'il faut accepter que voilà, que les choses se passent comme ça, et après on choisit son camp. Enfin, je veux dire, on peut être républicain, on peut être. C'est là un des problèmes de la lecture machiavélique, mais on voit bien quand même que c'est pas pour rien que tous les plus grands salopards de la terre ont aimé Machiavel, de même que des gens d'une grande douceur et d'une grande bonté ont aussi adoré Machiavel, parce que tout le monde peut s'en servir, parce qu'il ne fait que dire des choses qu'on sait depuis la fondation du monde, hein, au fond. Il ne fait que révéler ça. C'est-à-dire, il y a une révélation machiavélienne, un dévoilement machiavélien, mais qui peut servir, il peut servir les fascistes, adoraient Machiavel, Mussolini a fait une préface, des gens moins dangereux que Mussolini, mais enfin pas très reluisant, du genre Berlusconi, etc. On fait des préfaces, je ne parle pas des bolcheviks, etc. Mais bon, voilà. Hein, mais ça vient de ça. Hein, ça vient, je crois, de ce dévoilement. Et après, une fois qu'on a le dévoilement, après, on sait à quoi s'en tenir, je veux dire. On sait à quoi s'en tenir. Quand on nous dit le bien et le mal, on sait à quoi s'en tenir. Donc quand on entend, pas si longtemps que ça, qu'on a entendu cette partition du monde en bien et mal, par la bouche du président américain qui parle directement avec Dieu, donc il devait savoir comment c'était, quoi. On sait ce qu'il y a derrière, parce que Machiavel, c'est déjà fait, quoi. C'est même pas la peine d'aller faire de la polémique, il suffit, lisez les chapitres 8 et 17, voilà. Machiavel vit un tas de pauvres gens, comme coquins, déchirés, affamés, contrefaits, fort mal en ordre et en assez petit nombre. On lui dit que c'étaient ceux du paradis, desquels il était écrit « Beati pauperes conian mipsorum est regnum coelorum » Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Ceux-ci étant retirés, on fit paraître un nombre innombrable de personnages pleins de gravité et de majesté. On les voyait comme un sénat, où on traitait d'affaires d'État et fort sérieuses. Il entrevit Platon, Sénèque, Plutarque, Tacite et d'autres de cette qualité.
Il demanda qui étaient ces messieurs-là, si vénérables. On lui dit que c'étaient les damnés, et que c'étaient des âmes réprouvées du ciel. Sapienta huius seculi inimica est Dei. La sagesse de ce monde est l'ennemi de Dieu. Cela étant passé, on lui demanda desquels il voulait être. Il répondit qu'il aimait beaucoup mieux être en enfer avec ces grands esprits pour deviser avec eux des affaires d'État que d'être avec cette vermine de ces bélitres qu'on lui avait fait voir. Portrait de Machiavel. Non, à vrai dire, il a une tête un peu hallucinée, quand même, hein, mais il y a l'élément du léger sourire. Hein, ce léger sourire et ce regard un peu en biais. Et alors ça, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais vous raconter une anecdote à propos d'une lettre qui est écrite au tout dernier moment, c'est dans les derniers mois de la vie de Machiavel, et dans la montée vers cet énorme bouleversement pour toute l'Europe, enfin, qui a été le siècle de Rome. C'est quelques mois avant, donc en 1526, Machiavel va en Romagne, où son ami Francesco Guicciardini est président de la Romagne. C'est un bout de l'État pontifical. Et il y va pour faire l'expérience de mise en place de cette fameuse infanterie qui sera capable d'être aussi bonne que les Suisses et les Espagnols mis ensemble, etc. Et il a convaincu le pape, que le pape l'envoie dans un de ses États pour essayer de lever des troupes, pour les faire les armes propres, les armes propres comme il l'entendait. Et alors, son ami Guicciardini lui dit que c'est une excellente idée, mais que là, d'abord, on n'a pas le temps, et deux, les sujets du pape en Romagne, c'est pas les plus aptes, parce qu'ils peuvent pas voir le pape et tout ça, donc faire la guerre par amour pour lui, ça va être difficile. Et donc, en gros, Machiavel renonce. À ce moment-là, Guicciardini écrit une lettre à un ami commun qui est à Florence, et il lui dit ça. Machiavel est ici. Il était venu pour réordonner la milice italienne. Mais voyant à quel point elle est corrompue, il pense qu'il n'en tirera aucun honneur. Il restera ici pour rire des erreurs des hommes, vu qu'il ne peut les corriger. Il me semble que là, c'est le sens du sourire de Machiavel. Avec Corrado Livanti, auteur de Machiavel ou le temps de la politique, édition des Jonquères, Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, traducteurs du Prince, aux presses universitaires de France, Myriam Revaud-Dallon, philosophe, auteur de Doit-on moraliser la politique, édition Bayard, et des remerciements pour Françoise de Croisette. Les textes sont lus par Christophe Brault. Coordination, Anne de Biran. Prise de son, Arthur Gerbeau, Chantal Nouvelot, Pierrick Charles, Vincent Levotte. Mixage, Claude Niort. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Dominique Costa. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Nicolas Machiavel. Vos commentaires, comiques ou tragiques, sont les bienvenus sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous trouverez également force compléments et bien sûr de quoi podcaster et réécouter ce documentaire par tous les temps. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, quelques jours après l'anniversaire de la loi légalisant l'IVG et de la remise du prix qui porte son nom, Françoise Giroud.